remercie l'ambassade de Turquie de m'avoir invité dans le cadre de cette initiative très importante. Je ne peux que saluer les efforts de la Turquie pour en faire en sorte que le multilatéralisme soit une réalité, ne soit pas oublié dans les affres du monde. Et on m'a demandé de parler de la réforme du Conseil de sécurité, c'est ce dont je vais vous parler, en essayant d'avoir une approche réaliste. Je suis chercheur, donc j'essaye je n'ai pas d'intérêt politique particulier pour tel ou tel sujet, et donc je vais essayer d'avoir une approche aussi pratique qu'elle puisse l'être. Et sur ce sujet de la réforme du Conseil de sécurité dont on parle depuis 1994 de manière formelle, dans un groupe de travail informel des Nations Unies, mais qui en fait est revenu sur la table des Nations Unies dès 1979, après un premier élargissement en 63-65. Il y a toujours un dilemme entre la théorie et la pratique, entre le souhaitable et le faisable. Et on n'arrive pas à sortir de ces dilemmes depuis lors. Donc je vais poser le débat avec quelques idées fortes, et puis ensuite je pourrais venir à des idées concrètes, ou à des propositions concrètes, et notamment sur ce qui est sur la table du Conseil depuis quelques années. D'abord, réformer le Conseil de sécurité en changeant sa nature profonde, je pense que ça reviendrait à faire une mauvaise réforme. Je m'explique. Le Conseil est un organe restreint, permanent, discrétionnaire, et qui doit agir ou décider de manière rapide. Et c'est là des contraintes qu'il faut prendre en compte dans l'équation pour réformer le Conseil, et sont par essence des limites à l'élargissement envisagé. Deuxième idée ou point sur lequel je voulais revenir, c'est alors c'est vrai qu'on se focalise sur la représentativité du Conseil de sécurité. Tout le monde considère que le Conseil de sécurité n'est plus représentatif, et donc qu'il faut augmenter cette représentativité. À mon sens, ce n'est pas la bonne entrée, en fait. Seule l'Assemblée générale représente tous les États membres des Nations Unies. C'est comme ça qu'a été fait les Nations Unies. On peut ne pas l'accepter, mais c'est comme ça. Voilà. Quand j'ai dit ça, c'est vrai que il y a deux continents qui ne sont pas c'est l'histoire qui a décidé ainsi. Il y a deux continents qui ne sont pas représentés de manière permanente au sein du Conseil de sécurité, et c'est l'Afrique et l'Amérique latine. Mais réparer une injustice, c'est une chose, rendre le Conseil de sécurité représentatif en est une autre. Ce qui m'amène à un troisième point, c'est la question de la taille du Conseil de sécurité. On ne peut pas parler de cette réforme sans poser cette question, parce qu'on négocie pas de la même manière à 15, à 20 ou à 27. D'ailleurs, l'exemple de l'Union européenne nous l'a montré. Un Conseil de sécurité trop large serait en réalité largement plus inefficace que le Conseil de sécurité actuel. Et m'amène à un quatrième point, c'est qu'au Conseil de sécurité, les États représentent avant tout eux-mêmes.
Même s'il peut y avoir des alliances ici et là, des affinités géographiques, régionales, mais les États représentent eux-mêmes et agissent, décident en fonction de leurs intérêts stratégiques. Donc l'idée de doter le Conseil de sécurité de sièges régionaux est là encore une mauvaise idée, voire, si j'osais, une initie. Et cinquième point, il y a bien entendu des critères pour devenir membre du Conseil de sécurité. Ces critères existent lors de l'élection des membres non permanents. Mais elles sont encore plus, elles existent encore plus, si je puis dire, pour des candidats à un siège de membre permanent. Et le critère, c'est bien entendu cette volonté de contribuer à la paix et au maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est l'article 23 de la Charte. Là-dedans, bien entendu, vous pouvez mettre plein de choses, mais voilà, ça me permet de rappeler aussi que le Conseil de sécurité, c'est 5 États membres, bien sûr, mais il y a aussi, c'est 15 États membres, en fait. Il y a les 5 membres permanents, mais il y a les 10 autres qui ont un pouvoir collectif de blocage, qui ont un veto collectif, hein, qui l'ont pas beaucoup utilisé, mais qui l'ont utilisé par exemple sur la résolution pour le cessez-le-feu à Gaza, qui ont fait pression sur les 5 pour arriver à une résolution. Donc il ne faut pas négliger du tout l'action des membres non permanents du Conseil de sécurité et qui apportent une représentativité qui va bien au-delà de la représentativité que pourraient avoir les membres permanents du Conseil de sécurité. Et pourquoi les membres permanents du Conseil de sécurité ont d'abord, ce qui fait leur force, c'est leur permanence, plus que leur veto en réalité. Hein. Le veto, d'abord, le veto, c'était sans veto, il n'y avait pas d'organisation internationale en 1945. Donc ça a été une condition de l'existence des Nations Unies. C'est un fait historique. Le veto est le reflet de la division du monde. Hein. Le Conseil de sécurité est le reflet du monde. Et donc, si le monde est divisé, le Conseil de sécurité sera divisé. Mais en 1945, les 5 ont aussi accepté ce qu'on appelle une responsabilité particulière au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Pourquoi ils ont accepté ça, ou pourquoi ils ont été ils ont été désignés comme ça, c'est parce qu'ils ont aussi des moyens politiques, diplomatiques, économiques, militaires pour assurer le moment venu ce maintien, cette responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Parce que quand on dit l'ONU doit faire, l'ONU, elle n'est rien sans ses États membres. Et donc faire à l'ONU, ça veut dire que les États membres s'entendent pour faire. Et en général, par exemple, pour régler un conflit, c'est une capacité diplomatique, mais c'est aussi souvent une capacité militaire. Et cela veut dire immanquablement une volonté politique de faire. Sans cette volonté, il n'y a pas d'action à proprement dit des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est pas un organe qui serait comme ça au-dessus de nos têtes et qui pourrait décider d'actions indépendamment des États. Ça n'existe pas. C'est une vision naïve que de penser ça. Alors, une fois qu'on a parlé une fois qu'on a mis ces quelques idées sur la table, bien entendu, alors j'avais demandé à ce qu'on fasse une slide, mais je ne sais pas si c'était possible, qui montrait un peu le scope, voilà, qui montre un peu l'étendue du problème, si je puis dire.
avec, quand on parle une fois de plus du Conseil de sécurité, voilà, on parle de la taille optimale, on parle de qui, hein, parce que, on parle du droit de veto. Est-ce que les nouveaux membres permanents doivent avoir le veto? Et bien entendu, il y a aussi toute la question des méthodes de travail qui depuis 1994, ont été finalement une façon d'éviter cette réforme, mais qui ont fait progresser énormément le Conseil de sécurité. Alors c'est des choses un peu techniques et le grand public n'est pas forcément au courant de tout ça, mais ça a permis un Conseil de sécurité plus inclusif, plus transparent dans ses procédures, et voilà. Et donc ça, c'est pas négligeable. Alors, si on se concentre, donc j'ai pas mal parlé de la taille optimale, hein, j'ai posé cette question, si on se concentre maintenant sur le qui. Alors, je suis désolée, peut-être que quand on parle du qui, on est obligé de nommer des États. Donc, je ne veux pas faire d'impair diplomatique, mais donc je vais parler de quelques noms. En Asie, il y a bien sûr l'Inde qui est membre, qui est candidat. Il y a le Japon. Il y aurait l'Indonésie au nom puisque c'est le plus grand pays musulman au monde, mais l'Inde a encore un conflit avec le Cachemire. La Chine ne veut certainement pas de l'Inde au Conseil de sécurité, elle ne veut pas non plus du Japon. Et puis, le Pakistan ne veut pas de l'Inde, et il y a toujours un conflit larvé entre l'Inde et le Pakistan. Donc on ne va pas, ça c'est une des règles un peu dont on parle peu, mais normalement, un État qui est toujours en conflit n'a pas la légitimité d'entrer au Conseil de sécurité de manière permanente. En Afrique, alors le problème de l'Afrique, c'est qu'elle a décidé depuis 2005 qu'il reviendrait à l'Union africaine de désigner les membres de son continent qui pourraient candidater à un siège permanent. Sauf que l'Afrique est divisée sur cette question, elle n'arrive pas à se mettre d'accord entre l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte au nom de l'Afrique du Nord. Et donc, il y a une impasse totale depuis 2005, et c'est ce qui a créé en réalité une impasse générale sur la question de la réforme du Conseil de sécurité. En Amérique latine, il y a le Brésil, l'Argentine et le Mexique. Le Brésil fait partie du G4, ce qu'on appelle le G4, c'est le groupe des 4 candidats les plus soutenus en réalité par les autres. Donc le G4, c'est l'Allemagne, le Japon, le Brésil et l'Afrique du Sud, non, pas l'Afrique du Sud, l'Inde, pardon. Mais bien entendu, l'Argentine et le Mexique ne veulent absolument pas du Brésil, lusophone, dans un continent hispanophone. Et en Europe, on n'est pas mieux loti, puisque l'Allemagne était le candidat désigné ou soutenu, mais l'Italie a été vent debout depuis le départ contre la candidature de l'Allemagne. L'Espagne n'était pas loin. Et puis, il y a bien sûr la Turquie. La Turquie qui ne s'est jamais déclarée officiellement candidate à un siège de membre permanent du Conseil de sécurité, à ma connaissance. Mais qui, par sa position géographique, est un candidat presque parfait, hein, si je puis dire. Mais elle a quand même un conflit qu'elle n'a pas réussi à résoudre depuis 1960. Hein. Donc, le jour où elle réussit à résoudre ce conflit, elle aura plus de légitimité à entrer comme membre permanent du Conseil de sécurité. Je crois que j'ai dépassé le temps imparti. Donc tout ça, mis bout à bout, un Conseil de sécurité élargi ne sera pas plus représentatif aujourd'hui.
il sera beaucoup plus divisé et il sera donc incapable de prendre les décisions, car il sera plus divers. Alors la diversité, diversity makes the world, comme on dit, mais dans ce cas-là, la diversité compliquera les choses. Et c'est pour ça qu'en réalité, la réelle politique commande à maintenir le statu quo et à s'impliquer sur l'amélioration des méthodes de travail, ce qui a été fait depuis maintenant plus de 30 ans. Et dernier mot, un Conseil de sécurité réformé, ça ne voudra pas dire forcément un plus grand respect des résolutions du Conseil de sécurité. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est que les États qui adoptent ces résolutions les respectent et les fassent respecter. Il n'y a pas de baguette magique. Une résolution, c'est pas une baguette magique qui, tout d'un coup, fait un cessez-le-feu. Non, derrière, il faut des pressions politiques, diplomatiques, pour faire respecter les résolutions du Conseil de sécurité. Et c'est ça, à mon avis, qui fait que le Conseil de sécurité a moins d'autorité parce qu'on voit que ces résolutions ne sont pas respectées. Merci pour votre attention.